Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'épisode 10 d'Inazuma Eleven Ares avec la review et bien sûr l'analyse de l'épisode, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire et à analyser. J'en profite aussi rapidement pour m'excuser du fait que je n'ai pas sorti cette analyse le samedi ou le dimanche comme d'habitude. J'avais quand même pas mal de choses à faire, beaucoup de gros montages à faire pour cette semaine-là. J'avais beaucoup également de projets à travailler, il faisait beau aussi un petit peu, donc j'ai voulu en profiter pour sortir et voir un petit peu des potes. Donc forcément j'ai pas pu sortir la vidéo le dimanche, donc je m'excuse déjà un petit peu d'avance. Et puis bon, pour fêter un petit peu le fait que cette vidéo sorte un lundi, j'ai décidé de porter la tenue de la flemme, la casquette de l'Akatsuki, le polo du Real Madrid. Ça ne va absolument pas ensemble, même si à mon avis un jour si tu vois l'Akatsuki jouer au foot, on va voir flou. Mais bref, parlons maintenant de l'épisode 10 d'Inazuma Eleven Ares qui vient conclure le match entre la Royal Academy et Inakuniremon, nos petits héros comme d'habitude qui s'en sortent à chaque fois sur un scénario bullshit. Là je pense que là depuis le début d'Ares on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment attaché vraiment au football lui-même, à la tactique. On laisse un petit peu les techniques de côté, on s'attache vraiment au vrai football, aux valeurs du sport et tout ça. On met vraiment les mentalités je pense au-dessus de tout. C'est pas forcément un mal, mais du coup là on se retrouve vraiment avec des retournements de situation qui sont quand même assez impressionnants. Et faites-moi pas croire quand même que les derniers remontadas entre le Barça PSG, Barça Roma et tout ça, ça a pas influencé directement les scénaristes d'Inazuma Eleven Ares. Parce que là j'ai l'impression qu'on est vraiment habitué au retournement de situation, on sait pas vraiment maintenant à l'avance quel sera le score des matchs, on est des fois surpris un petit peu du résultat. Moi personnellement je m'attendais vraiment à un gros match nul, vu comme Inakuniremon a très mal géré sa première mi-temps, vu qu'ensuite la Royal Academy a su remonter le score, prendre le dessus et profiter surtout d'un Inakuniremon fatigué et dos au mur. Ce match là s'est terminé du coup sur le score de 4-3 pour Inakuniremon qui a su renverser la vapeur. Pour faire un petit résumé du match pour ceux qui n'ont pas vu ma review et l'analyse de l'épisode 9 que je vous invite quand même à aller voir avant celle-ci pour mieux comprendre. On avait eu 2-0 pour Emon à la mi-temps qui avait su quand même profiter du fait que les joueurs de la Royal Academy étaient sous l'influence des chaussures de Redar qui ne pouvaient du coup pas courir. Il y avait une sorte de pression d'air chaud qui s'actionnait dès que les joueurs se mettaient à courir, du coup ça les ralentissait dans leur mouvement, ils ne pouvaient pas courir, ils ne pouvaient pas défendre ni attaquer comme il faut, ils ne pouvaient pas contrôler la balle comme il faut, ils ne pouvaient pas justement s'exprimer comme ils le voulaient. Ça a bloqué le collectif et surtout les individualités de la Royal Academy qui a su du coup entre guillemets faire contre-jouer, surtout déjouer Inakuniremon qui a su profiter un petit peu de l'occasion pour récupérer le ballon, pour attaquer, pour défendre facilement. Ils ont un petit peu pris la grosse tête, pris beaucoup trop confiance. Les défenseurs et les milieux de terrain désertaient justement leur position pour tous attaquer, pour que tous puissent marquer leur but. Nous avons donc eu du côté d'Inakuniremon, comme j'ai dit dans la dernière analyse, un jeu contre-productif qui a fait que le collectif a totalement volé en éclats. Tous leurs principes ont volé en éclats également. Ils ont tous voulu jouer individuel pour marquer leur propre but, vu que c'était un petit peu trop facile pour eux. C'était comme si un petit peu tu jouais dans un mode facile, comme l'avait expliqué le coach. Dans un jeu vidéo, tu voyais l'adversaire venir, ils étaient beaucoup plus lents, tu peux leur prendre le ballon, marquer des buts comme facilement, etc. Et du coup, Inakuniremon s'était un petit peu enflammé. Ils avaient payé justement leurs efforts à courir partout à droite à gauche, à jouer un petit peu, à payer un petit peu leur manque de solidarité et de collectif. Et du coup, c'est pour ça que la Royal Academy, à la deuxième mi-temps, lorsque les chaussures ont été remises à la normale, ont pu justement renverser la vapeur et marquer 3-2. À partir de là, il ne restait plus que 5 minutes à jouer du coup dans ce 10e épisode là. Et justement, je me suis dit que là, ça pouvait pas forcément être mieux qu'un match nul pour Inakuniremon. On avait vu dans le trailer qu'ils allaient marquer le 3-3. Après, je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent 4-3, à la limite peut-être un 4-4. Mais je m'attendais pas à ce que Inakuniremon gagne 4-3 et surtout que la Royal Academy s'écroule comme ça en deuxième mi-temps et surtout dans les 5 dernières minutes. Remon aurait pu extrêmement payer son manque de mentalité, son manque de discernement, son manque surtout de respect pour l'adversaire. Ils auraient dû le payer normalement pour apprendre peut-être une leçon de football, même si au final ils l'auront apprise avec leur manque d'humilité. Ils l'auront apprise et inculqué, surtout pris en tant qu'expérience avec le résultat du match et la façon dont il s'est déroulé. Mais franchement, avec seulement 2 buts marqués à la Royal Academy en premier mi-temps, alors ce qui justement tu pouvais leur en marquer au moins 4 ou 5 comme l'avait dit Kozumaru, ils auraient pu le payer bien plus cher que ça. Heureusement pour eux, ils ont su s'en sortir avec un petit peu les scénarios, de nouvelles techniques défensives, offensives, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Moi, du coup, c'est pour ça que je pense que ce match, il était un petit peu bullshit dans le sens que Inakuniremon aurait pu marquer plus de 2 buts en première mi-temps, et surtout le fait que la Royal Academy aurait plus marqué que 3 buts justement, avec le fait qu'Inakuniremon était fatigué, qu'il pouvait ni attaquer ni défendre, tellement ils étaient crevés quoi. Pour les buteurs, nous avons donc eu un doublé de Kozumaru, un but d'Asuto et un but d'une technique combinée entre Norika, Asuto et bien sûr Kozumaru, donc une nouvelle technique combinée donc de l'ours polaire, on reviendra dessus tout à l'heure. Et surtout après la Royal Academy qui avait su marquer grâce à ses attaquants et surtout qui avait su quand même avec son collectif marquer et revenir au score. Après pour passer un petit peu aux détails suite au score et un petit peu le résumé du match, on peut aussi parler du fait déjà, donc on peut parler du joueur chelou évidemment qui avait remplacé King au cage, donc King, le gardien que vous aimez tous, vous m'avez tous dit en commentaire mais pourquoi King il est pas sur le terrain, pourquoi il est pas titulaire, c'est une escroquerie, c'est n'importe quoi. Donc là il est enfin arrivé sur le terrain pour casser des culs. Donc en fait le nouveau joueur que Redark a implanté, c'était seulement pour sa stratégie, il avait besoin d'un joueur inutile. Il faut aussi savoir que ce joueur là, c'est le fils
de l'entreprise du coup qui sponsorise la Royal Academy, donc forcément on va dire que ce joueur là était pistonné, ça se voyait à 15 km, après on pouvait penser qu'il cachait bien son jeu, que c'était peut-être un milieu de terrain ou un attaquant camouflé en gardien, juste pour la tactique de Red Ark et qui serait après monté sur le terrain pour casser des culs. Malheureusement pour lui, son design va avec son talent, il est moche et dégueulasse, stupide et totalement con, donc forcément son niveau est totalement ridicule comme prévu. Au final, Red Ark lui explique qu'il avait besoin d'un joueur totalement nul pour justement appliquer sa tactique. Malheureusement, ça a coûté quand même 3 buts à la Royal Academy qui n'a pas pu justement surmonter son handicap à la fin vu le score final. Au final, King va rentrer sur le terrain dans les 5 dernières minutes, il en a quand même envoyé pas mal du lourd avec sa nouvelle technique de la Height Based Fang, qui a quand même su, on va dire, arrêter quand même les bonnes techniques des adversaires. Malheureusement, il aura encaissé un but face à la technique combinée de l'ours polaire en fin de match qui a donc coûté le match nul et donc du coup la victoire à son équipe. C'était quand même dommage, mais moi franchement King, c'est vrai que s'il avait été sur le terrain depuis le début du match, je vois mal Inakuni Raymond marquer autant de buts, surtout qu'il est quand même connu pour être un très très bon gardien. En plus avec sa nouvelle technique, il aurait forcément arrêté les ballons, sauf peut-être la technique de l'ours polaire encore une fois. Mais je veux dire, il aurait quand même pu arrêter les tornades de feu de Kozumaru Sasuke et les petits tirs on va dire de Asuto et des autres joueurs. Moi ce que j'ai aimé avec ce match c'est que nous avons quand même eu droit à un festival de super techniques, sur des techniques de dribble, des techniques de tir, des techniques de tir solo, de défense, de tir combiné, de défense combinée. On a eu droit à pas mal de choses et ça fait plaisir quand même. Ça m'a quand même beaucoup surpris de voir les nouvelles techniques offensives et défensives d'Inakuni Raymond. Ils sont quand même pas mal entraînés avant le match. C'est vrai qu'on s'est arrêté sur un petit cliffhanger dans l'épisode 8 avec le fait qu'Inakuni Raymond s'était entraîné très dur, qu'ils étaient extrêmement fatigués. On n'avait pas eu la réponse dans l'épisode 9, mais du coup maintenant on l'a eu du coup avec l'espèce de salle d'entraînement qui rappelle du coup celle de Raymond lorsqu'il s'était entraîné dans les premières saisons contre l'Académie Allius. Donc là du coup dans cette timeline là temporelle, Mark Evans n'a jamais connu cette salle là et s'est jamais entraîné là-bas. Mais du coup Inakuni Raymond a pu justement l'inaugurer, si on peut l'appeler ça comme ça, dans cette timeline là. En plus l'entraîneur chinois a pu justement rajouter de nouvelles salles avec la salle de gravité qui a pu permettre la création de la technique Gravity Cage avec les défenseurs qui ont pu arrêter les tirs adverses et tout ça. On a pu aussi voir certaines affinités qui ont pu se développer entre les joueurs avec ceux qui sont entraînés dans les mêmes salles justement, qui ont partagé les mêmes exercices. On peut dire que ça a pu rapprocher un petit peu les liens des joueurs, ça a pu rapprocher ceux qui sont milieu de terrain, ceux qui sont attaquants, ceux qui sont défenseurs. Ça a aussi permis de créer justement les techniques combinées autant en défense qu'en attaque. Du coup j'imagine que Norika, Kozumaru et Asuto ont partagé la même activité pour pouvoir créer leur nouvelle technique d'attaque. Même si j'aurais préféré qu'à la place de Norika soit bien sûr Gujin l'attaquant pour respecter un petit principe de hiérarchie, surtout pour un principe on va dire de logique en fait, que ce soit les 3 attaquants qui tirent et pas les attaquants qui reviennent jusqu'au gardien pour marquer quoi. Ça rappelle un petit peu les techniques combinées de l'époque où il y avait Axel, Jude et Mark du coup qui frappaient, ou je crois qu'il y avait aussi Mark qui tirait avec Bobby et Eric. Et ouais, c'est un petit peu bizarre de faire tirer le gardien. Après Mark à l'époque c'était le héros, Norika c'est pas du tout une héroïne, enfin c'est une des héroïnes d'Inakuni Raymond, mais c'est pas non plus un personnage hyper important dans la série tu vois. Après je peux aussi imaginer le fait que tous les enchaînements des activités, des exercices qu'ils ont pu effectuer dans cet environnement là, du coup dans ce centre d'entraînement là, ça a pu justement les crever. Ça explique du coup le fait qu'ils aient gagné quand même pas mal de level up entre le dernier match et celui-là. Ils ont pu développer également pas mal d'aspects tactiques avec notamment la formation cache d'oiseau entre guillemets qui a permis ensuite l'activation de la Gravity Cage. C'est quand même assez impressionnant de voir qu'Inakuni Raymond est vraiment une équipe en fait qui part comme si tu partais du niveau 1 dans un RPG. Et au fur et à mesure des matchs, ils augmentent vraiment de level, parce que c'est vrai qu'on avance plus vite au niveau 1 qu'au niveau 50. Ils ont vraiment acquis au fur et à mesure des matchs des techniques d'entraînement de défense, de dribble, de tir, de gardien, des super tactiques, etc. Des techniques combinées maintenant. Et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point leur jeu progresse au fur et à mesure. Après, ce que j'ai pas su apprécier en premier mi-temps par rapport au manque de solidarité entre les joueurs d'Inakuni Raymond, leur manque de cohésion collective, etc. C'est vraiment, ça a été comblé au fur et à mesure du match, et surtout dans les 5 dernières minutes du match. Et ce qu'on a pu voir dans l'épisode 10 en général, c'était vraiment que les joueurs étaient vraiment à bout de souffle. Ils étaient au bord du gouffre, mais ils ont quand même réussi à sortir des ressources de leur trip, à aller vraiment s'entendre défensivement et offensivement. Les défenseurs étaient vraiment là, prêts à protéger Norika, qui avec son manque d'expérience et son manque d'adresse dans sa nouvelle technique a du mal à stopper les super techniques autant solo que combinées de la Royal Academy. On voit les défenseurs vraiment l'aider à protéger sa cage. Ça permet aussi du coup d'avoir, si t'as une meilleure structure défensive, ça permet ensuite au milieu de terrain d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus en place et permettre aux attaquants de marquer des buts. Après moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce match là, c'est surtout la tactique mise au point autant du côté de Red Ark, qu'on va revenir tout à l'heure, et surtout d'Inakuni Raymond. Inakuni Raymond avec leur entraîneur du coup, l'entraîneur chinois. Je sais que je l'appelle toujours l'entraîneur chinois, mais je me rappelle jamais de son nom, donc on va l'appeler l'entraîneur chinois pour la fin de tout. Et surtout ce que j'ai bien aimé, c'est la nouvelle tactique, ou plutôt la première tactique de jeu d'Inakuni Raymond avec l'espèce de tactique baby-foot, hein, s'il a appelé ça comme ça, l'entraîneur. Il a dit qu'on passe maintenant à la mode tactique baby-foot, et du coup en gros c'est le fait de quadriller le terrain. Et moi quand j'ai vu le quadrillage du terrain déjà de base, et aussi ensuite à l'entraînement quand tu les vois jouer un petit peu contre le coach, enfin contre les deux coachs, et d'ailleurs ils se font tous balader les uns après les autres. Moi je m'attendais à ce que ce soit un mec qui sait pas forcément jouer au foot, tu vois, mais finalement ils les baladent tous en termes d'agilité, de conduite de balle et tout ça. J'ai trouvé ça assez drôle à voir.
mais du coup quand tu vois la technique en fait des cases, moi ça m'a rappelé certains entraînements que je faisais quand j'étais au foot, et du coup où chaque joueur devait avoir sa zone à soi justement, autant les défenseurs, les milieux que les attaquants, chacun avait sa propre zone, il avait pas le droit de dézoner, il devait rester à sa place pour justement respecter la tactique autant offensive que défensive et l'occupation du terrain. Et du coup même si je l'ai vu en VO la première fois, puis après en VO sous-titré espagnol, j'avais déjà compris le fait que l'entraîneur souhaitait que les joueurs restent tous à leur place, chose qu'ils n'ont pas fait en première mi-temps. C'est ça peut-être qui a énervé un petit peu le coach et qui a du coup fait en sorte de les replacer comme il faut pour ensuite ne pas faire en sorte que chacun gaspille son énergie. Le fait d'être très bien placé au foot, sachez les amis que ça permet à chacun déjà de maintenir l'équilibre collectif autant tactique, défensif qu'offensif, et ça permet surtout de gérer les efforts de chacun pour ne pas courir inutilement. C'est comme quand tu joues en 4-2-3-1 par exemple, t'as deux milieux de terrain, donc les 2-6, et les 2-6 ont chacun leur partie de terrain à s'occuper, donc l'un à droite et l'un à gauche. Ils vont pas tous les deux aller à gauche ni tous les deux aller à droite, ils doivent chacun glisser on va dire à gauche ou à droite pour justement éviter que les efforts soient trop concentrés sur les deux joueurs. Il faut vraiment que les efforts soient partagés, les tâches défensives autant défensives qu'offensives, autant à la relance également. Donc c'est un petit peu le même principe où chaque joueur, comme au baby-foot justement, a sa propre zone, chaque joueur avance et recule etc. ou se déplace sur les côtés, mais n'a pas le droit d'aller dans la zone adverse. Et c'est exactement ça que le coach voulait, c'est que chaque joueur de son équipe maintienne son pressing et ses efforts défensifs et offensifs dans sa propre zone, et lorsqu'il arrive à sa limite, justement laisse et passe le relais aux autres joueurs qui étaient dans l'autre zone afin de pouvoir gérer les efforts défensifs et offensifs. C'est pour ça qu'à un moment on voit une sorte de schéma où tu vois justement le pion avancer avec les deux joueurs sur les côtés qui viennent le serrer et l'avancer à la case. Ensuite les deux joueurs s'écartent pour justement laisser les deux autres joueurs des deux cases qui sont sur les côtés pour ensuite faire le pressing à eux-mêmes. Ça permet un petit peu d'intercepter, d'anticiper l'adversaire, surtout si tu vois qu'il va aller dans cette zone-là. Ça permet de porter justement le porteur du ballon dans une zone précise pour justement que les deux autres puissent anticiper et lui prendre le ballon plus facilement et ainsi gérer les efforts et éviter de courir à gauche à droite pour rien. Ça permet de ralentir un petit peu le rythme du jeu, de reprendre le jeu à son compte, de rétablir un équilibre avec le ballon ou sans ballon et du coup de repartir vers l'avant pour mieux prendre l'adversaire à contre-pied, surtout mieux instaurer un rythme et surtout un faux rythme pour l'adversaire pour mieux le prendre à revers. C'est d'ailleurs après le coach qui a aussi incité les joueurs d'Inakuni Rayman à laisser l'adversaire tirer pour justement utiliser les techniques de la Gravity Catch pour pouvoir ensuite récupérer la balle, puis la technique de l'ours polaire pour marquer un but. Après ce que j'ai beaucoup apprécié c'est aussi surtout la tactique de Redar qui avait anticipé plusieurs choix de Raymond justement, et c'est pour ça qu'il a utilisé les chaussures avec le fait qu'il allait utiliser la tactique de Raymond qui est capable de s'adapter à tous les adversaires pour justement imprégner un faux rythme, les prendre à revers tout le long du match, essayer un petit peu de renverser la vapeur de la première mi-temps pour les éclater, profiter de leur faiblesse physique pour justement les prendre à la gorge pour justement leur passer par-dessus et justement mener le match quasiment jusqu'à la fin. Le fait qu'ils aient ensuite passé les chaussures en mode normal pour justement inspirer beaucoup plus de vitesse, puis en mode overdrive pour peut-être terminer le match, ça a peut-être aussi provoqué une rébellion chez ces joueurs-là qui avaient quand même une estime d'eux-mêmes, qui n'avaient pas forcément envie de suivre les tactiques de Redar, qui voulaient justement gagner le match par eux-mêmes. Et c'est justement là qu'on voit Caleb qui va enlever ses chaussures, qui va dire à Nathan que voilà, suite aux accusations de Kozumaru, nous on a envie de jouer de façon propre, on a envie de faire un vrai match de football, d'égalité à égalité, on veut gagner avec nos propres moyens et pas en suivant les plans machiavéliques de Redark. Et justement moi ce qui m'a impressionné c'est que Redark avait justement prévu cette petite rébellion là, il voulait justement que les joueurs grandissent mentalement, qu'ils grandissent collectivement, ça les a renforcés un petit peu d'être en rébellion contre leur propre entraîneur, ça les a renforcés collectivement, ça a renforcé un petit peu le mental de ces joueurs-là. Ils ont su justement s'affirmer, faire leur propre choix et du coup enlever les chaussures de Redark pour pouvoir jouer le match comme ils voulaient. Et moi c'est ça qui m'a impressionné, je pense que j'en parlerai quand je ferai l'histoire de Redark en tant que personnage, c'est que Redark c'est vraiment un des personnages autant maléfiques que du côté du bien. Il a vraiment su quand même avoir une évolution dans les deux sens, autant du côté du bien que du côté du mal. C'est un personnage qui a énormément évolué au fil des saisons, au fil des différentes approches que la production a voulu nous faire de lui. Il a vraiment su avoir un charisme fou pour qu'on le déteste et qu'on l'aime autant, ce personnage-là, qui a su quand même avoir plusieurs plans machiavéliques, tout comme des plans, comme on peut le voir maintenant, qui semblent maléfiques au début, mais qui semblent au final avoir un impact plus que positif sur ces joueurs-là, et surtout son changement du côté du bien. Il a vraiment voulu se faire passer pour le grand méchant pour amener ces joueurs à se développer footballistiquement, tactiquement et surtout sur le plan mental et surtout sur le plan du collectif. Donc pour un mec qu'on caractérise de méchant, qui déteste le football et tout ça, finalement, il a su grandir avec ces échecs-là, il a su quand même voir le football comme il l'est vraiment, il a su grandir en tant que personnage, il a su se remettre en question pour aller vraiment du bon côté, et c'est ça qui est cool. Et à mon avis maintenant la Royal Academy avec leur nouveau réveil au niveau collectif etc, et surtout avec la nouvelle mentalité qu'ils ont, je pense que dans les prochains football frontières ils pourront s'affirmer et peut-être cette fois viser la victoire et être beaucoup plus forts à l'avenir. On voit que les deux coachs, autant Redar que le coach chinois, attirent vraiment l'attention parce qu'ils sont vraiment très intelligents des deux côtés. On voit que Nosaka se méfie, il savait déjà très bien que Raymond allait pas en rester là en perdant 3-2, qu'ils allaient forcément égaliser voire même gagner. Il savait que le coach avait quelque chose à faire, quelque chose dans sa tête pour remonter le match. Il savait également que Redark était très intelligent. On voit que Jude est vraiment très content également du fait que Redark
a justement changé sa tactique, changé vraiment ses opinions sur le football et ses techniques, et qu'il a permis du coup à la Royal Academy d'aller de l'avant. Il est vraiment très content pour ça. Après, il y a un truc qui m'a intrigué, c'est le fait que du coup le président d'Ares connaisse assez bien Red Arc. C'est vrai qu'il a vu en lui du coup le côté sombre, et c'est ça qui l'a plu, vu qu'ils ont tous les deux à mon avis de sombres dessins et de sombres projets pour l'avenir. Même si Red Arc du coup on l'a vu qu'il est pas forcément si méchant que ça au final, et du coup on voit que Red Arc a vraiment un lien avec le système Ares, et c'est peut-être intéressant à voir à l'avenir comment ça va se développer. Enfin bref les amis, pour en finir avec cette analyse qui sera sûrement la plus longue pour l'instant depuis le début des épisodes d'Ares, c'est vraiment que les Jordi Nakuni Raymond vont ressortir de ce match grandi en termes tactiques, en termes mental, en termes de collectif, en termes de vision de jeu, en termes de technique simplement, de football justement. Ils vont justement apprendre de leurs erreurs, notamment celle de la première mi-temps. Grâce à la tactique de leur entraîneur, ils ont su reprendre leur poste, reprendre leurs esprits, savoir quel poste chacun doit jouer, quelles limites ils doivent ne pas franchir, etc. pour justement économiser leurs efforts en cas de temps fort, autant en cas de temps faible. Et c'est vraiment ça que je trouve cool, c'est que même si ça aurait pu prendre cher avec leur manque de buts en première mi-temps, malgré l'handicap adverse, et surtout après, malgré leur faiblesse physique en deuxième mi-temps, ils ont su ne pas encaisser trop de buts, et ne pas non plus, enfin pas trop de buts, ils ont quand même encaissé 3, mais ne pas non plus en prendre trop pour ne pas se retrouver trop débordés et ne pas pouvoir remonter au score. Et du coup ils ont su quand même inverser la tendance avec leur nouvelle technique défensive et offensive. J'attends de voir en tout cas les prochains matchs et les prochains entraînements, voir encore quelle tactique, quelle nouvelle technique ils vont pouvoir nous sortir. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et Inazuma Eleven Ares c'est vraiment très hypant. Et les prochains synopsis sont vraiment très cool. En tout cas les gars, j'espère que vous avez bien kiffé cet épisode là. Je vous laisserai me dire en commentaire si vous avez bien aimé l'épisode. J'essaierai de vous mettre la VOSTFR française en lien de commentaire épinglé en description pour que vous puissiez aller le voir également vous aussi avant d'aller voir cette vidéo là. Si t'aimes mes vidéos Inazuma, bah je t'invite bien sûr à t'abonner, me laisser un pouce bleu comme d'habitude. On va essayer de mettre Inazuma Eleven en tendance YouTube les amis, c'est mon objectif. En plus de viser les 100 000 abonnés, c'est de mettre Inazuma Eleven en top tendance YouTube pour un petit peu niquer toutes ces vidéos Fortnite qui servent à rien. Tu peux aussi me rejoindre sur mes réseaux et tous mes liens en description. Je te laisse parler de ma chaîne à tous tes collègues pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ma chaîne, et ça fait extrêmement plaisir de jour en jour. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.